La terre de Guyane possède une mémoire que les hommes oublient trop souvent à leurs dépens. En 1845, sur les rives boueuses de l'habitation Bel-Air, cette terre ne se contentait pas de porter les cultures, elle absorbait les secrets les plus vils. Ici, entre l'odeur entêtante du mélasso et les vapeurs de la décomposition forestière, la justice n'était qu'un mot vide, écrit dans des livres lointains. Pourtant, un homme marchait sur ce sol avec une assurance qui défiait sa condition de captif. On l'appelait Elias, mais pour tout le domaine, il était simplement le pisteur, l'homme capable de retrouver une aiguille dans l'enfer vert de la jungle. Sa peau sombre comme le bois de fer semblait être une extension de la forêt elle-même, captant des signaux invisibles pour le commun des mortels. Elias ne se contentait pas d'observer les branches cassées ou les herbes foulées par un fugitif. Il possédait une anomalie sensorielle, un don terrifiant qui lui permettait de ressentir les pulsations de la terre sous ses pieds. Pour lui, chaque pas d'un homme ou d'une bête envoyait une onde de choc à travers les racines, une vibration qu'il traduisait en images mentales précises. Ce talent faisait de lui l'outil le plus précieux de l'habitation Bel-Air, mais aussi le plus redouté par ses pairs. Le maître du domaine le considérait comme un chien de chasse supérieur, une bête de somme dotée d'un radar biologique infaillible. Mais Elias cachait derrière son silence de pierre une intelligence que personne n'avait pris la peine de sonder. Pendant que les autres esclaves s'épuisaient dans les champs de canne, le pisteur observait une autre forme de traque. Il ne cherchait plus seulement les hommes qui fuyaient vers la liberté, il surveillait ceux qui restaient et qui abusaient de leur pouvoir. L'air de la plantation était chargé d'une tension nouvelle, une électricité statique qui annonçait une tempête imminente. Le centre de cette tension était Lefebvre, le contremaître, un homme dont la cruauté n'avait d'égal que sa soif insatiable d'argent. Lefebvre ne se contentait pas de diriger par la terreur du fouet. Il avait découvert un moyen plus lucratif de s'enrichir sur le dos du domaine. Dans l'ombre de son bureau, il orchestrait un trafic que même le propriétaire de Bel-Air ne soupçonnait pas encore. Elias avait remarqué, grâce à sa surveillance constante, que des esclaves disparaissaient de manière systématique et illogique. Ce n'étaient pas les plus faibles qui mouraient de maladie, mais les plus vigoureux qui s'évaporaient sans laisser de traces de fuite. Le pisteur avait senti les vibrations des chariots quittant le domaine au milieu de la nuit, chargés de cargaisons humaines clandestines. Lefebvre était un maître de la falsification, un artiste de la mort administrative qui rayait des vies d'un simple coup de plume. Il rédigeait des actes de décès fictifs, prétendant que telle ou telle pièce d'Inde avait succombé à la fièvre jaune ou à un accident de moulin. En réalité, ces hommes et ces femmes étaient vendus à des plantations voisines ou à des trafiquants de passage, et l'or finissait directement dans la poche de Lefebvre. Le contremaître pensait être en sécurité derrière ses chiffres et ses mensonges, persuadé que les esclaves étaient trop ignorants pour comprendre son manège. Il commettait l'erreur fatale de sous-estimer l'homme qu'il utilisait pour traquer les autres. Elias savait tout, il ressentait chaque mensonge comme une dissonance dans le rythme naturel de la plantation. Mais la situation prit une tournure personnelle et urgente lorsque le nom d'Adèle apparut dans le viseur du prédateur. Adèle était une jeune fille, aux yeux emplis d'une mélancolie profonde, la seule famille que le pisteur avait réussi à préserver dans cet enfer. Elle représentait le dernier lambeau d'humanité auquel Elias se raccrochait, son unique raison de ne pas se perdre totalement dans la sauvagerie de la jungle. Lefebvre avait déjà préparé les chaînes et le contrat de vente illégale, cachés sous une pile de factures de cuir et d'outillage. Pour lui, Adèle n'était qu'une marchandise de plus, un profit rapide qui lui permettrait de quitter un jour cette colonie maudite. Il ignorait que le pisteur avait déjà lu ses intentions dans la manière dont ses bottes frappèrent le sol quand il s'approchait de la jeune fille. Avant de continuer cette plongée dans les ténèbres de Bel-Air, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de ce récit. Si vous appréciez ces histoires de justice oubliée et de mystères historiques, donnez une note de 0 à 10 à cette ambiance dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des futurs dossiers criminels de l'histoire. C'est votre soutien qui fait vivre cette mémoire. Le pisteur savait que la justice des Blancs ne lui viendrait jamais en aide, car elle était faite par et pour des hommes comme Lefebvre. S'il dénonçait le contremaître au maître du domaine, il risquait d'être exécuté pour avoir osé porter une accusation contre un supérieur. Il devait agir seul, en utilisant les lois d'un monde bien plus ancien et impitoyable que celui des plantations.
Elias commença alors sa propre chasse, non pas pour ramener un fugitif, mais pour trouver un instrument de vengeance. Il s'enfonça dans la forêt primaire, là où la lumière du soleil est une rumeur lointaine et où l'air est saturé d'humidité. Il cherchait quelque chose que même les plus braves pisteros évitaient avec une terreur superstitieuse. Ses pieds ressentaient une vibration sourde, lourde, une fréquence basse qui faisait trembler les os de ses jambes. C'était le signe qu'un monstre rôdait dans les parages, une créature qui n'obéissait qu'à sa faim et à son instinct. Le pisteur ne cherchait pas à combattre cette force de la nature, il cherchait à établir un dialogue silencieux avec elle. Le maître de la forêt, un serpent géant dont la taille dépassait l'imagination, reposait dans les eaux noires d'un marécage reculé. Elias s'approcha sans une once de peur, son corps vibrant à la même fréquence que celle du reptile. Il comprenait le rythme de la bête, son besoin de silence et sa puissance de broyage, capable de réduire les os en poussière en quelques secondes. Avec une patience de prédateur, le pisteur commença à manipuler l'environnement pour attirer l'animal vers la lisière du domaine. Il utilisait des carcasses de gibier et une connaissance millimétrée des courants d'air pour guider le monstre sans jamais l'effrayer. Chaque nuit, le serpent se rapprochait un peu plus des habitations, attiré par une piste de sang et de vibrations soigneusement disposées. Pendant ce temps, Lefebvre savourait déjà son triomphe, ignorant totalement qu'une condamnation à mort rampait vers lui. Il avait fixé la date de la vente d'Adèle, un soir d'orage où le bruit de la pluie couvrirait les cris et les bruits de lutte. Le contremaître se sentait invincible, protégé par ses murs de bois et son autorité volée. Le soir venu, alors que le ciel se déchirait d'éclairs violents, Elias passa à l'action finale de sa préparation. Il s'approcha de la case de Lefebvre et utilisa une essence de proie spécifique pour marquer l'entrée de la chambre du contremaître. Il laissa la fenêtre entr'ouverte, juste assez pour qu'une ombre massive puisse s'y glisser sans éveiller le dormeur. Le silence qui s'abattit sur la plantation n'était pas celui du repos, mais celui de la forêt qui retient son souffle. Les oiseaux s'étaient tus, les insectes avaient fui, et même le vent semblait n'oser plus souffler. Lefebvre dormait d'un sommeil lourd, bercé par les vapeurs de Rome et les rêves de richesses illicites. Le pisteur, posté dans l'ombre d'un grand manguier, ressentait à travers le sol le mouvement fluide et puissant du reptile franchissant le seuil. Il savait que dans quelques minutes, le destin de Lefebvre serait scellé par une étreinte que rien ne pourrait briser. Ce n'était pas seulement une attaque animale qui se préparait, c'était le retour de flamme d'une terre humiliée. L'air dans la chambre devint soudainement froid, chargé de l'odeur de la vase et de la mort ancienne. Le serpent glissa sur le plancher de bois précieux avec un sifflement presque imperceptible, s'enroulant autour des pieds du lit. Lefebvre bougea dans son sommeil, sentant peut-être une pression inhabituelle sur ses jambes, mais il était déjà trop tard. Le pisteur ferma les yeux, captant par ses pieds la vibration finale, celle du bois qui cède et des os qui se brisent. Aucun cri ne déchira la nuit, car le serpent avait déjà expulsé l'air des poumons de sa proie, avant qu'un son ne puisse sortir. La vengeance de la terre était en marche, et elle ne laissait aucune place à la pitié. L'orage qui grondait sur la Guyane ce soir-là n'était pas un simple caprice du ciel, c'était un complice. Mais dans le monde des hommes, même les plans les plus méticuleux se heurtent à l'imprévisible. Alors que le serpent s'était glissé dans la chambre de Lefebvre, une silhouette inattendue surgit de la brume, brisant le silence de mort. Un cavalier, trempé jusqu'aux os, venait de franchir les portes de l'habitation Bel-Air avec une urgence terrifiante. Il s'agissait du marchand de Paramaribo, l'acheteur clandestin que Lefebvre n'attendait que le lendemain à l'aube. L'homme descendit de sa monture, hurlant le nom du contremaître, sa voix déchirant le voile de pluie qui protégeait le secret d'Elias. Elias, tapi sous la véranda, sentit une décharge d'adrénaline lui glacer le sang. Si Lefebvre sortait pour accueillir son invité, il échapperait à l'étreinte mortelle qui l'attendait dans l'obscurité de sa chambre. Le pisteur voyait ses efforts de plusieurs semaines menacés par un simple décalage d'horaire, une coïncidence qui ressemblait à une malédiction. À l'intérieur, le contremaître s'était réveillé en sursaut, alerté par les cris et le vacarme des sabots sur le gravier. Il ne voyait pas, juste au-dessus de sa tête, la masse sombre de l'anaconda qui s'était figée contre les poutres du plafond. Le reptile, perturbé par ce nouveau bruit, hésitait, ses muscles puissants oscillant entre l'attaque et la retraite.
Chaque seconde pesait une éternité pour Elias, qui observait la scène par l'interstice de la fenêtre entr'ouverte. « S'il allume cette lampe, il verra la bête », pensait-il, ses doigts s'enfonçant dans le bois de la rambarde jusqu'à le faire craquer. Si le plan échouait maintenant, ce n'était pas seulement sa vie qui était perdue, mais celle d'Adèle, déjà promise à l'esclavage des mines. À quelques dizaines de mètres de là, dans le bâtiment des captifs, Adèle sentait le danger monter comme une marée noire. Elle ne savait rien du serpent, mais elle connaissait le bruit des transactions nocturnes, ce son de pièces d'argent qui scellait les destins. Dans son esprit, une seule pensée tournait en boucle. « Elias, où es-tu » La lumière jaillit enfin, projetant des ombres dansantes et grotesques sur les murs de la chambre. Lefebvre, encore embrumé par le rhum et le sommeil, ne leva pas les yeux vers le plafond où le monstre s'était fondu dans les ténèbres. Il jura, enfila sa chemise et se dirigea vers la porte, ignorant que la mort le surplombait de quelques centimètres seulement. Le prédateur n'avait pas peur, il était simplement dans l'attente du moment où la proie serait la plus vulnérable. Mais l'arrivée de l'acheteur changeait la dynamique de la prédation. Il y avait trop de bruit, trop de lumière. Elias devait agir pour forcer le destin, pour ramener Lefebvre dans le piège avant que l'occasion ne s'envole à jamais. Le pisteur savait qu'il risquait tout en intervenant, mais l'image d'Adèle enchaînée était un moteur plus puissant que la peur de la mort. Il lança la pierre avec une précision chirurgicale vers la grange aux chevaux, provoquant un vacarme de ferraille et de hennissements. L'acheteur, surpris par ce bruit soudain dans son dos, se détourna de la maison de Lefebvre pour voir ce qui se passait. « Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel » hurla Lefebvre, sa voix chargée d'une colère noire. Il fit un pas sur la véranda, sortant momentanément de la zone d'attaque du serpent qui s'apprêtait à frapper. Elias retint sa respiration, ses muscles tendus à rompre, priant pour que le contremaître revienne sur ses pas. L'étranger, un homme aux traits porcins et à l'habit maculé de boue, pointait du doigt l'obscurité de l'écurie. « Tes bêtes sont nerveuses, Lefebvre. On dirait qu'elles ont senti le diable. » Cette phrase, prononcée dans un éclat de rire gras, ne croyait pas si bien dire. Dans un geste de pure habitude, le contremaître retourna à l'intérieur pour saisir son arme, se plaçant exactement là où Elias le voulait. Sous le faisceau de la bougie, un détail attira soudain l'attention de Lefebvre sur son bureau encombré de paperasses. Un registre qu'il avait cru avoir rangé était resté ouvert sur la page des morts de la semaine précédente. Le contremaître s'arrêta un instant, la main sur la crosse de son fusil, son regard fixé sur ses propres mensonges. Il ne ressentait aucun remords, seulement une satisfaction froide face à l'argent que ces noms lui rapportaient. Mais c'est à ce moment précis qu'il remarqua quelque chose d'anormal sur le bord de son bureau. C'était la trace laissée par le serpent lors de son passage furtif quelques minutes plus tôt. Lefebvre fronça les sourcils, approcha la bougie pour mieux voir cette substance visqueuse qui ne ressemblait à rien de connu. Son instinct de survie, atrophié par des années d'arrogance, commença enfin à envoyer des signaux d'alerte. Elias, depuis sa cachette, vit le mouvement des yeux du contremaître et comprit que le moment de vérité était arrivé. Le silence qui suivit fut plus lourd que le tonnerre qui éclatait au loin sur l'océan. Lefebvre avait enfin vu la masse d'écailles sombres qui occupait l'espace au-dessus de son lit. L'homme qui n'avait jamais tremblé devant un esclave se retrouvait maintenant pétrifié devant une force qu'il ne pouvait pas fouetter. Il tenta de reculer, mais ses jambes semblaient enracinées dans le plancher de sa propre demeure. Le fusil, si lourd dans sa main, lui paraissait soudain aussi inutile qu'un fétu de paille face au maître de la forêt. La bête n'attendit pas que l'homme reprenne ses esprits. Elle frappa avec une vitesse qui défiait l'œil humain. Lefebvre n'eut même pas le temps de lâcher un cri que déjà la masse musculeuse l'avait percuté en plein torse. La bougie tomba au sol, s'éteignant instantanément et plongeant la scène dans une obscurité cauchemardesque. Le pisteur ne bougeait pas. Il était devenu une partie intégrante de la nuit, un témoin silencieux de la justice sauvage. Il entendait le souffle court de l'homme, le frottement des écailles sur le bois et le craquement sec des meubles renversés. C'était une symphonie de destruction qu'il avait lui-même orchestrée, note après note, pas après pas. « Lefebvre, tu dors ou quoi? Qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda l'étranger en posant la main sur la poignée de la porte. Le danger venait de changer de camp. Si l'acheteur entrait, il pourrait peut-être sauver le contremaître, ou pire, abattre le serpent. Elias savait qu'il devait intervenir une seconde fois pour s'assurer que le travail soit terminé.
Le pisteur n'était pas un meurtrier de sang-froid, mais il était un protecteur prêt à tout pour les siens. Il savait que cet homme, ce marchand de chair humaine, était tout aussi coupable que celui qui se faisait broyer à l'intérieur. Dans l'obscurité de la véranda, le destin allait frapper une seconde fois, d'une manière bien plus directe. Il se retourna brusquement, mais ne vit que les yeux d'Elias. 2 points de lumière froide brillant dans la pénombre. Avant qu'il ne puisse sortir son arme, le pisteur lui asséna un coup violent qui l'envoya rouler dans la boue, inconscient. La voie était libre pour que la forêt finisse ce qu'elle avait commencé sans témoin indésirable. Dans la chambre, les bruits de lutte avaient laissé place à un sifflement régulier et au son sinistre des vertèbres qui cèdent. Lefebvre, l'homme qui avait rayé tant de noms sur ses registres, n'était plus qu'une masse informe entre les anneaux du monstre. Elias ressentit une étrange sensation de vide, une absence de haine qui le surprit lui-même. Le spectacle était digne d'une vision de l'enfer, une scène que les archives de la Guyane ne pourraient jamais retranscrire avec exactitude. Mais alors que le pisteur pensait que tout était fini, son regard fut attiré par un objet qui avait glissé du bureau pendant la lutte. C'était le carnet rouge, celui que Lefebvre gardait caché comme son bien le plus précieux. En ouvrant les premières pages à la faveur d'un nouvel éclair, Elias découvrit une vérité qui changeait tout. Lefebvre n'était pas le cerveau de l'opération, il n'était qu'un pion sur un échiquier bien plus vaste. La liste de noms à l'intérieur du carnet contenait ceux des hommes les plus puissants de la colonie, y compris celui du gouverneur adjoint. Le pisteur comprit alors que sa vie et celle d'Adèle n'étaient pas plus en sécurité maintenant que Lefebvre était mort. Au contraire, il venait de mettre le doigt dans un engrenage qui risquait de broyer toute l'habitation Bel-Air. La traque ne faisait que commencer, et cette fois, c'était lui qui était la proie désignée. Mais il restait un détail qu'Elias avait oublié dans le feu de l'action, un détail qui allait tout remettre en question. Dans la confusion de l'attaque, quelqu'un d'autre avait observé la scène depuis l'ombre des cuisines, et ce témoin inattendu possédait maintenant le pouvoir de détruire tout ce que le pisteur avait construit. Qui était cette personne, et quel était son but secret dans cette affaire de sang et de trahison? Le soleil commençait à se lever sur une scène de crime que personne ne pourrait expliquer rationnellement. Mais pour Elias, le véritable cauchemar ne faisait que prendre une nouvelle forme, bien plus insidieuse. L'aube en Guyane n'apporte pas toujours la lumière. Parfois, elle ne fait qu'exposer la noirceur de la nuit passée. Le premier cri déchira la brume matinale à 6 heures précises, lorsque la servante entra dans la chambre pour porter le café du contremaître. Ce n'était pas un cri de surprise, mais un hurlement de pure terreur qui se répercuta contre les murs de l'habitation comme un signal d'alarme. Lefebvre n'était plus qu'un souvenir déformé, une masse de chair et d'os brisés gisant au milieu d'un mobilier réduit en miettes. Le serpent était parti, retourné dans les profondeurs protectrices de la jungle, laissant derrière lui une scène que la raison humaine refusait d'accepter. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Le diable était venu chercher le contremaître dans son sommeil. À quelques mètres de là, Balthazar, le marchand clandestin, reprenait péniblement ses esprits, la nuque battante et l'esprit embrumé. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'une ombre l'avait frappé, une silhouette noire sortie de nulle part juste avant le carnage. Ces paroles, bien que confuses, commençaient à tisser un filet dangereux autour de la vérité qu'Elias tentait de dissimuler. Le pisteur observait la scène avec une froideur apparente, mais à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour de guerre. Le carnet rouge, caché contre sa poitrine sous sa tunique de toile rugueuse, pesait plus lourd que toutes les chaînes qu'il avait portées. Il savait que chaque minute passée avec ce document sur lui le rapprochait un peu plus du gibet de Cayenne. Le maître de l'habitation Bel-Air n'était pas un homme courageux. La vue du corps de son contremaître le fit vaciller. Pour lui, cette mort n'était pas seulement une perte humaine, c'était une menace directe contre la stabilité et la rentabilité de son exploitation. Il regarda la foule des captifs avec un mélange de mépris et de peur panique, cherchant un coupable sur lequel déverser sa frustration. « Toi, le pisteur, regarde ça !» hurla Saint-Avite, sa voix déraillant sous l'effet de l'émotion. « Trouve-moi la bête qui a fait ça, ou trouve-moi l'homme qui l'a attiré ici, sinon c'est toi qui paieras pour tout le monde. » L'ordre était tombé comme un coup près, plaçant Elias dans une situation impossible, traquer sa propre vengeance. Elias s'exécuta, faisant mine d'analyser les indices que lui seul savait interpréter avec une telle précision. Il sentait sous ses doigts
la trace froide de l'anaconda. Mais il sentait aussi l'odeur persistante de l'essence de proie qu'il avait utilisée. S'il ne parvenait pas à brouiller les pistes, un autre pisteur, moins complice, finirait par comprendre la mise en scène. C'est alors qu'il croisa le regard de Marie, la cuisinière, celle qui ne dormait jamais et qui voyait tout ce qui se passait dans la cour. Elle ne disait rien, mais ses yeux parlaient pour elle, chargés d'un savoir qui pouvait détruire Elias en une seule phrase. Elle l'avait vu près de la fenêtre, elle avait vu le mouvement de l'ombre avant que le chaos ne s'installe. « Tu as vu le serpent, Marie ?» murmura Elias, sa voix n'étant qu'un souffle chargé de menaces et de supplications. La vieille femme le regarda longuement, ses mains calleuses tremblant légèrement sur son tablier taché. « J'ai vu la forêt rendre sa justice, Elias. » Mais la forêt ne sait pas mentir aux juges qui arrivent de la ville. Le juge de paix et son escorte étaient déjà en route, alertés par un messager envoyé dès les premières lueurs de l'aube. L'affaire Lefebvre ne resterait pas une simple anecdote de plantation. Elle allait devenir un dossier d'État. Elias comprit que son temps était compté et que le carnet rouge était sa seule monnaie d'échange ou son arrêt de mort. Les noms qu'il déchiffrait le faisaient frémir. Des notables, des fonctionnaires de la douane et même des prêtres impliqués dans le trafic. Lefebvre n'était que le bras armé d'une hydre, dont les têtes se trouvaient dans les plus beaux salons de Cayenne. Si Elias révélait ces informations, il déclencherait un séisme qui raserait bien plus que l'habitation Bel Air. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi personne ne venait la chercher pour le départ prévu avec le marchand. Elle ignorait que son bourreau était mort, mais elle sentait que l'atmosphère de la plantation avait changé, devenant plus électrique, plus dangereuse. Elle craignait que le départ de Lefebvre ne signifie simplement l'arrivée d'un maître encore plus impitoyable. « Pardonne-moi, Adèle, » pensait Elias tout en recouvrant la terre humide. « Je dois devenir plus rusé que le serpent si je veux nous sauver. » Il savait que le juge de paix, un homme nommé Valmorin, était réputé pour son intégrité, une rareté dans cette colonie corrompue. Mais l'intégrité était une arme à double tranchant qui pouvait tout aussi bien libérer les innocents que broyer ceux qui s'étaient fait justice eux-mêmes. Valmorin ne perdit pas de temps en civilité avec Saint-Avit, se dirigeant directement vers la chambre du crime. Il examina le corps avec une minutie clinique, ignorant les théories superstitieuses sur le diable ou les malédictions forestières. Son regard s'arrêta sur la fenêtre, puis sur le sol, là où Elias avait tenté de masquer ses propres empreintes. C'était un morceau de la tunique d'Elias, un détail infime que le pisteur avait négligé dans l'obscurité et l'urgence de la nuit. Le juge tourna le morceau de tissu entre ses doigts, son visage restant parfaitement illisible pour ceux qui l'observaient. Il se tourna ensuite vers Elias qui se tenait en retrait et lui fit signe d'approcher avec une autorité tranquille. « On me dit que tu es le meilleur pisteur de la région, » commença Valmorin, sa voix étant aussi tranchante qu'un scalpel. « Dis-moi, comment un serpent de cette taille peut-il entrer par une fenêtre si étroite sans l'aide d'une main humaine ?» La question était un piège, une invitation à la confession ou au mensonge fatal. « Le serpent va là où la proie l'appelle, monsieur le juge, » répondit Elias, choisissant ses mots avec une prudence infinie. « Et parfois, l'odeur du crime est plus forte que l'odeur du sang pour attirer les bêtes de la forêt. » Valmorin eut un demi-sourire, un signe imperceptible qui indiquait qu'il appréciait la joute verbale, mais qu'il n'était pas dupe. Balthazar, espérant sauver sa propre peau, commença à pointer Elias du doigt, hurlant qu'il l'avait reconnu. « C'est lui, c'est l'esclave, il était là, il m'a frappé avant que le monstre n'attaque. » L'accusation tomba dans la pièce comme une grenade, faisant sursauter Saint-Avit, qui voyait déjà sa propriété mise sous séquestre. C'était le moment où tout pouvait basculer, où le plan de justice poétique se transformait en un suicide public. Mais Elias avait encore une carte à jouer, une information qu'il avait découverte dans le carnet avant de le cacher. Il savait quelque chose sur Balthazar que le marchand aurait préféré emporter dans sa tombe. « Monsieur le juge, demandez-lui pourquoi il est venu une nuit plus tôt que prévu, » dit Elias d'une voix calme et assurée. « Demandez-lui ce qu'il transporte dans le double fond de ses caisses de rhum, en plus des contrats de vente illégaux. » Le visage de Balthazar passa du rouge au blanc livide, et ses protestations s'éteignirent instantanément dans sa gorge. La tension dans la pièce était devenue insupportable, chaque personne présente craignant d'être la prochaine cible des révélations. Elias savait qu'il venait de gagner un sursis,
Mais il savait aussi qu'il s'était fait un ennemi mortel en la personne du juge. Valmory n'aimait pas qu'on lui dicte sa conduite, encore moins par un homme qu'il considérait comme un suspect. « Tu es malin, pisteur, très malin. Mais n'oublie pas que je cherche la vérité, pas seulement des coupables commodes. » Le juge s'éloigna, laissant Elias seul avec ses pensées et le poids du carnet caché dans la jungle. La chasse n'était plus seulement physique, elle était devenue un jeu d'échecs mortel, où chaque pièce représentait une vie. Le soir approchait, et avec lui la certitude que la nuit apporterait de nouvelles épreuves pour Elias et Adèle. Le pisteur devait maintenant décider s'il allait utiliser le carnet pour négocier leur liberté ou s'il allait l'utiliser pour tout détruire. Mais une ombre se glissait déjà vers la cachette du carnet, une silhouette que personne n'avait remarquée. Le secret n'était plus en sécurité, et avec lui, l'espoir d'une justice qui ne soit pas tachée de sang. Qui avait découvert la cachette d'Elias et quel usage allait-il faire de ces preuves explosives? La réponse se trouvait peut-être dans les yeux d'Adèle, qui voyait enfin la porte de sa cellule s'ouvrir. Mais ce n'était pas la liberté qui entrait, c'était une nouvelle forme de captivité, bien plus sournoise. Le destin de l'habitation Bel Air était sur le point de basculer dans une violence que même le serpent n'aurait pu imaginer. Le pisteur allait devoir faire un choix qui changerait la Guyane à jamais, ou mourir en essayant. L'ombre qui s'était approchée de la cachette d'Elias n'était pas celle d'un gendarme, ni celle d'un traître. C'était Marie, la cuisinière, dont le silence cachait une loyauté plus profonde que les racines du bois canon. Elle ne cherchait pas à détruire le pisteur, mais à s'assurer que l'arme qu'il avait trouvée frappe au bon endroit, au bon moment. Le juge Valmorin, assis derrière le bureau de Lefebvre, sentait que la vérité lui glissait entre les doigts dans ce labyrinthe de mensonges coloniaux. Il regardait Elias avec une suspicion croissante, prêt à ordonner son arrestation pour le meurtre du contremaître. C'est à ce moment précis que Marie entra dans la pièce, déposant le carnet rouge sur la table avec une déférence glaciale. « Le diable n'écrit pas de livre, monsieur le juge, » dit-elle d'une voix qui fit taire toutes les autres conversations. Mais les hommes qui se prennent pour des dieux laissent toujours des traces de leurs péchés. Valmorin ouvrit le document, et le silence qui suivit fut plus terrifiant que le tonnerre de la nuit précédente. À mesure qu'il tournait les pages, le visage du juge passait de l'incrédulité à une rage contenue et froide. Il y trouva les preuves d'un réseau criminel s'étendant bien au-delà des limites de l'habitation Bel Air. Le nom du gouverneur adjoint, associé à des sommes d'argent astronomiques, brillait comme une tache de sang au milieu de la page. « Qu'est-ce que c'est que ce torchon? Cela ne prouve rien, » balbutia Saint-Avite, sentant son monde s'écrouler. Valmorin leva les yeux et son regard était celui d'un bourreau qui vient de recevoir son ordre d'exécution. « Ce torchon, monsieur, est la liste de vos complices et le prix de chaque âme que vous avez vendue illégalement. » Le marchand clandestin tenta de s'enfuir vers la véranda, mais Elias, d'un mouvement fluide, lui barra le passage. Le pisteur ne leva pas la main. Il se contenta de rester là, massif et immobile comme un arbre séculaire. La terreur que Balthazar avait lue dans les yeux de Lefebvre avant sa mort se reflétait désormais dans les siens. « Elias, » dit le juge sans lever les yeux, « on dit que tu peux suivre une trace même sous la pluie la plus battante. » Le pisteur inclina légèrement la tête, attendant la suite de cette phrase qui pouvait encore le condamner. « Aujourd'hui, tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Tu n'as vu qu'un animal sauvage entrer par une fenêtre ouverte. » Elias comprit que Valmorin choisissait la justice contre la loi, une rareté dans l'histoire sanglante de la Guyane. Le juge ne pouvait pas inculper un esclave pour avoir utilisé la forêt comme arme sans discréditer toute son enquête. Il avait besoin de l'affaire du serpent pour justifier les fouilles et découvrir le véritable complot politique. Adèle sortit dans la cour, ses yeux clignant sous l'éclat du soleil, encore incrédule face à sa soudaine liberté. Elle vit Elias debout près du grand manguier, et pour la première fois depuis des années, elle vit un sourire sur son visage. Le cauchemar des ventes clandestines était terminé, et les chaînes préparées par Lefebvre ne serviraient plus jamais. Le scandale qui suivit ébranla les fondations mêmes de la colonie, entraînant la chute de plusieurs hauts fonctionnaires. L'habitation Bel Air fut placée sous administration judiciaire, et le sort des esclaves fut réexaminé à la lumière des crimes de Lefebvre. La justice avait été rendue, non pas par la plume d'un greffier, mais par l'étreinte implacable de la vérité et de la jungle. Le pisteur resta à Bel Air, non plus comme un chien de chasse, mais comme le gardien d'un équilibre fragile.
On raconta longtemps dans les veillées que la forêt l'écoutait et que plus aucun contremaître n'osa jamais lever le fouet injustement. L'histoire de l'étreinte fatale devint une légende, un avertissement pour ceux qui pensaient pouvoir violer les lois de la terre en toute impunité. Dans les archives de Cayenne, le dossier fut classé comme un accident tragique dû à la faune sauvage. Mais entre les lignes de l'encre jaunie, le cri silencieux de la justice continue de résonner pour ceux qui savent l'entendre. Elias avait prouvé que même dans les fers, l'esprit d'un homme peut commander aux puissances de la nature. Aujourd'hui, il ne reste de l'habitation Bel Air que des pierres mangées par la mousse et des racines qui brisent les dalles de marbre. La Guyane a repris ce qui lui appartenait, effaçant les traces des hommes, mais gardant le souvenir du pisteur. Sa victoire ne fut pas celle d'un rebelle, mais celle d'un homme qui a su faire vibrer la terre selon son propre rythme. Si cette enquête sur les secrets de l'habitation Bel Air vous a touché, n'oubliez pas de laisser votre note de 0 à 10. Votre abonnement est le seul moyen de continuer à exhumer ces récits où la justice finit toujours par trouver son chemin. Dites-nous en commentaire, auriez-vous eu le courage d'Elias face à une telle machine d'oppression? Le silence règne désormais sur les champs de Cannes, un silence qui ne ment jamais à ceux qui savent l'écouter. L'étreinte de la forêt est éternelle, et elle veille sur ceux que le monde a tenté d'oublier. La dette est payée, et le pisteur peut enfin marcher sur une terre qui ne tremble plus.